Justement, nous allons arriver aux produits financiers, donc les comptes 76, 786 et 796. Alors là, vous avez ce qu'on appelle d'abord les revenus des produits financiers, d'accord? Ça veut dire en français que l'entreprise a fait des placements quelque part et qu'elle touche de l'argent en contrepartie. Eh bien, en fonction des titres financiers qu'elle aura achetés et donc placés, en fonction, si vous voulez, des intérêts et ou des dividendes qu'elle aura perçus grâce à ces placements, on va les classer dans différents comptes. D'accord? Donc, les revenus des produits de participation, c'est lorsqu'une entreprise perçoit des dividendes. Pourquoi elle perçoit des dividendes? Parce qu'elle a acheté des actions dans une autre société, du capital d'une autre société, vous êtes d'accord? Et que cette société, fait des bénéfices, et qu'elle distribue des bénéfices. Moi, j'ai acheté des actions de telle société, d'accord? Cette société fait des bénéfices et distribue des dividendes, donc elle me donne de l'argent. Pour moi, c'est exactement un produit, un revenu des produits de participation. Ensuite, vous avez produit des autres IMO financières, donc compte 762. Et là, vous avez deux cas de figure. Un premier cas dans lequel vous avez les revenus qui proviennent de titres immobilisés. On verra tout à l'heure, quand on étudiera le bilan, la différence entre les titres immobilisés et les titres de participation. Mais pour l'instant, pour vous, c'est un peu dans le même esprit. D'ailleurs, si jamais dans un examen, je parle de compta gêné, pas de technique comptable approfondie, parce que là c'est autre chose. Mais si dans un examen d'introduction à la compta, au lieu d'utiliser le compte 761, vous mettez le 762 ou l'inverse, c'est pas une catastrophe internationale, on est bien d'accord. Mais de toute façon, quand nous attaquerons le cours sur le bilan, vous verrez bien la différence entre ces différentes catégories de titres. Donc, les produits des autres IMO financières, compte 762, vous avez deux grands cas à l'intérieur. Soit ce sont des revenus qui proviennent non pas de titres de participation, mais de titres immobilisés. On verra ça tout à l'heure, la différence. Ou alors des intérêts que vous avez perçus. Vous vous souvenez qu'en charge financière, il y avait les intérêts que vous avez payés parce que vous avez fait un emprunt et que l'établissement bancaire vous fait payer quoi? Deux choses, le remboursement de l'emprunt, le remboursement du capital de l'emprunt, qui lui n'est pas une charge, et l'établissement vous faisait payer des intérêts qui là sont une charge, et pas n'importe laquelle, une charge financière. Eh bien dans l'autre cas, si je change de casquette, c'est moi qui prête de l'argent par exemple, eh bien je vais vous faire payer quoi? Je vais vous faire payer, alors vous allez me rembourser le capital que je vous ai prêté, mais ça, ce n'est pas un produit. Ce qui est un produit, pour moi, c'est les intérêts que vous allez me verser. C'est exactement la même chose à l'envers. Vous me suivez bien? Je suis une entreprise, je fais un emprunt, j'ai des charges financières, des intérêts que je paye. Je suis la même entreprise, je prête de l'argent, je perçois des intérêts, c'est donc un produit financier pour moi. On est d'accord? Vous avez ensuite les autres intérêts et produits assimilés. Alors là, il y a plusieurs comptes, 763, 764, 765, 768, mais pour vous, pour l'instant, le compte dans ce poste-là le plus fréquent, c'est les comptes qui s'appellent 765, escompte obtenu. Vous voyez le parallèle avec ce que nous avions vu la dernière fois, escompte accordé. Accorder un escompte, ça veut dire accorder une diminution de prix à notre client parce qu'il paye plus tôt que ce qui est prévu contractuellement. Donc, pour moi qui accorde cet escompte, c'est bien une charge. Eh bien, à l'envers, bien sûr, c'est moi qui suis le client et mon fournisseur, d'accord, lui m'accorde un escompte et donc moi, j'obtiens un escompte. Ben, l'escompte obtenu est donc pour moi un produit puisque ça vient diminuer le prix de vente d'origine. Ensuite, vous avez les produits nets sur cession de valeur mobilière de placement. Alors ça aussi, je ne vais pas vous embêter trop aujourd'hui, parce qu'on verra ça aussi dans un cours spécifique qui s'appelle les cessions d'immobilisation et les cessions de titres à l'intérieur. Eh bien, je fais le parallèle avec ce que nous avions vu du côté des charges, le compte 667, charge nette sur cession de VMP.
c'est lorsque pour faire simple, c'est lorsque je cède des valeurs mobilières de placement et que je les cède moins cher que le prix que je devais payer, c'était une charge. Eh bien là, c'est l'inverse. Si je cède des valeurs mobilières de placement et je les cède plus cher que ce que je les ai achetées, il se dégage un produit de cession des valeurs mobilières de placement. Ensuite, vous avez reprise sur amortissement, dépréciation, provision et transfert de charges, mais cette fois-ci financière, et donc en particulier le compte 786. Je vous donne un exemple concret, très simple. Nous sommes par exemple en 2011. Pendant l'année 2011, nous avons acheté une action que nous avons payée 1000 euros. Vous me suivez bien ? À la fin de l'année 2011, cette action est cotée, par exemple, 900 euros. Rappelez-vous ce que nous avions dit. Nous sommes, principe de fidélité, de sincérité, etc., nous sommes obligés de constater la dépréciation de la valeur du titre. Donc, en admettant que l'inventaire ait lieu le fin de l'exercice fin 2011, nous devrons constater une dépréciation de la valeur du titre. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Et là, on utiliserait quel compte ? 686, vous vous souvenez ? D'accord. Et puis, dans mon bilan, il apparaîtrait valeur brute 1000 euros, dépréciation 100 euros à l'actif, d'accord ? Le brut, amortissement, dépréciation et le net 900 euros. Très bien. On continue l'exercice et l'exemple. Imaginons maintenant que pendant l'année 2012, on n'ait pas vendu ce titre et que fin 2012, on l'est toujours. Principe de sincérité, de permanence des méthodes, etc., etc. Fin 2012, je vais regarder la cote de ce titre. Imaginons que ce titre, fin 2012, qui était coté 900 euros fin 2011, vous me suivez bien, imaginons que fin 2012, il soit coté 1050 euros. C'est possible, pas interdit. Là, principe de prudence, de fidélité, de sincérité, etc., etc. Rappelez-vous, la dépréciation que j'avais faite l'année dernière n'a plus lieu d'exister, puisque fin 2012, le titre vaut plus cher, 1, que l'année dernière, et 2, il vaut même plus cher que le prix que je l'avais payé. Est-ce que vous êtes d'accord ? Eh bien, je reprendrai la dépréciation que j'avais constituée l'année dernière parce qu'elle n'a plus lieu d'exister. Donc je reprendrai mes 100 euros ou 50 euros, je ne sais plus combien j'avais dit, 50 euros ou 100 100, d'accord. Je reprendrai, excusez-moi, les 100 euros de dépréciation que j'avais constitués fin 2011. Conséquence, au bilan fin 2012, il apparaîtra le titre 1000, vous me suivez, valeur brute, amortissement et dépréciation 0, et la valeur nette 1000. Je lis dans les yeux de certains, oui monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous nous avez dit que fin 2012, il serait coté 1050. Eh oui, sauf qu'un principe fondamental, rappelez-vous, principe de prudence, en comptabilité et en fiscalité française, vous êtes obligé de constater une dépréciation de la valeur de quelque chose que vous possédez. C'était le cas en 2011 dans mon exemple, mais dans la même comptabilité française et en fiscalité, il est interdit de constater, principe de prudence, de constater une plus-value potentielle. Parce que mon titre qui vaut 1050 fin 2012, ce n'est que potentiel. Est-ce que vous me suivez ? Puisqu'aussi bien 3 jours après, bam, il s'effondre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? La vraie plus-value ou la vraie moins-value, on le saura quand on vendra le titre. Mais, indépendamment de cela, en comptabilité, obligation d'enregistrer une moins-value, même si elle est potentielle, mais interdiction d'enregistrer une plus-value qui serait potentielle. Principe de prudence. On est d'accord sur le principe ? Ensuite, vous avez un poste qui s'appelle différence positive de change. Alors, je ne vais pas recommencer ce que je vous avais expliqué pour les charges, puisque dans les charges, vous vous souvenez, c'est lorsque on achète un bien qu'on doit payer dans une monnaie étrangère et que entre le moment où on a enregistré l'achat ou la vente, le cours de la devise étrangère peut varier. Est-ce que vous me suivez ?
Et donc ça peut se traduire par soit une perte de change, dans ce cas-là c'est une charge pour moi, soit un gain de change, et dans ce cas-là c'est un produit. Ça aussi, bien sûr, nous le verrons en long, en large et en travers dans un cours spécifique qui s'appelle les risques de change que nous verrons plus tard lors des opérations d'inventaire.